J'aimerais quand même dire deux choses, si vous permettez. D'abord, je suis effectivement membre du collectif. Donc ces questions me touchent et c'est la raison pour laquelle je suis membre du collectif depuis le début. Je tiens à dire aussi que votre témoignage, Christian, me touche d'autant plus que dans ma famille, mes proches, j'ai des proches qui sont touchés. Dans ma situation, quoi. Non, c'est une paralysie supranucléaire progressive qu'a eu ma mère. Ah oui. Et j'ai un frère aujourd'hui qui a cette même maladie, qui n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Non, parce que c'est des formes dérivées de Parkinson. Voilà, tout à et fait. un message joue là-dessus pour parler. Voilà. Ils n'ont pas honte. Hein. Voilà, et donc c'est dramatique. Alors vous parliez de pulvérisation tout à l'heure. Ouais. Moi je vois encore ma mère, mon frère qui était paysan, pulvériser, utiliser de l'azote sans masque et balancer C'est ce que j'ai fait, sur les champs du côté d'Aguignel. Rigoler parce qu'ils étaient tout blancs. Le résultat aujourd'hui, c'est que mon frère, qui n'est pas très âgé, avec cette maladie parasupranucléaire progressif, à terme il va être paralysé et à terme il va perdre l'usage de la parole. Donc voilà, c'est une maladie qui aujourd'hui se traduit par une dégénérescence progressive et où il n'y a absolument rien à faire. Voilà, je tenais vraiment à le préciser parce que cela me touche et moi-même je suis fille de paysan et je discute avec beaucoup de paysans aujourd'hui par rapport à tout cela parce qu'il y a une omerta, mais il faut que la parole puisse se libérer. Donc la première question a trait effectivement aux engagements qu'on prendra pour cette sortie de pesticides, engrais de synthèse, importation du soja et dans quel délai. Alors, évidemment, je suppose que vous me posez la question aussi, parce que l'objectif de 2040 de sortie des pesticides tel que fixé actuellement par la région Bretagne et le président sortant, c'est un objectif inacceptable. Au regard de ce que j'ai dit, il faut sortir au plus vite et mettre en place une conditionnalité des aides et accompagner aujourd'hui les agriculteurs qui s'engagent vers la transition écologique. Alors, je pense aussi que par rapport à cela, il y a tout un effort d'accompagnement des collectivités territoriales à ce propos, et puis les particuliers aussi ont leur part de responsabilité. Alors, sur le délai, nous disons sur 10 ans à peu près, à l'horizon 10 ans, qui nous paraît un délai raisonnable, sachant que présentement, maintenant, il faut prendre, si je puis dire, les choses à bras-le-corps pour sortir au plus vite de cela, compte tenu de tout ce que vous avez pu dire et de tout ce qu'on a pu dire. Alors, je dis à horizon 10 ans, parce qu'il y a un travail colossal à faire, sachant qu'on part absolument de zéro. Alors, sur le soja, nous sommes déterminés à mettre un terme à l'élevage intensif et aux fermes-usines qui empoisonnent la Bretagne, qui empoisonnent nos cours d'eau. C'est du mal-être animal, c'est l'importation de soja transgénique, c'est la destruction de la forêt amazonienne, c'est la présence de camions sur les routes, notamment, je vais parler du centre Bretagne que je connais bien puisque j'y vis à Pontivy, qui est un bassin de l'agroalimentaire. Alors je tiens à préciser que nous étions aux côtés des mobilisations, la mobilisation devant le groupe April, donc ex-Sander. Nous étions aussi à Plouane, à Langoélan, contre toutes ces fermes-usines. Là, il faut avoir véritablement le courage politique d'y mettre un terme. La Bretagne peut être fer de lance et tout à fait exemplaire pour instiller un autre modèle, mais tout cela doit se faire en bonne intelligence collective, en discutant avec tous les acteurs concernés. Il ne faut absolument pas stigmatiser qui que ce soit.
Alors, donc, je disais rompre avec le modèle productiviste. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque on a le plan volaille, on a le plan porc, et on a 50 000 € par projet pour soutenir ce type de modèle. Donc, effectivement, moi, demain, à la région élue, je demanderai à faire partie, évidemment, de la commission agriculture, et je ne lâcherai rien, eu égard à tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Alors, ensuite, vous avez, je vais assez vite, et puis après je vous laisserai me poser des questions. Quelle politique allez-vous mettre en œuvre pour accompagner les agriculteurs dans ces changements? Alors, ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre un terme aux soutiens régionaux, encourageant l'agriculture intensive et mettre en place une agriculture paysanne, une agriculture familiale et rompre avec l'agro-business. Ça suppose aussi évidemment la sortie de prise de capital dans des sociétés comme hier Brise, où la région détient quand même 5% du capital, dans le cadre d'un partenariat industriel public-privé. Nous redéploierons également le plan de compétitivité du FEADER, puisque la région peut tout à fait agir au niveau du FEADER et via Leader, et nous flécherons ces montants vers de l'agriculture extensive, vers de l'agriculture à bas niveau d'intrants, vers l'agroécologie, vers l'agriculture paysanne, biologique, l'agriculture de la permaculture, bref, une agriculture reconnectée au territoire, une agriculture reconnectée aux paysans et une agriculture reconnectée aux citoyens. Et donc, ça suppose aussi un système bio, un système en herbage. Nous expérimenterons de nouvelles pratiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'innover, d'expérimenter. Je lisais encore avant-hier la ferme expérimentale sur 132 hectares où des scientifiques aujourd'hui testent en conditions réelles des systèmes agroécologiques avec zéro phyto. Nous proposons, et c'est une mesure importante pour nous, de mettre en œuvre des mécanismes d'annulation de la dette paysanne en contrepartie d'une transition agroécologique avec un cahier des charges exigeant sur le plan social, sur le plan écologique, c'est-à-dire circuit court, relocaliser la production, bref, mettre un terme à l'ubérisation des agriculteurs qui sont poings et pieds liés en amont, en aval, par des coopératives qui n'ont de nom, comme vous le savez, de nom que de coopératives, alors qu'il y a bien longtemps que ce rôle n'est plus joué par ces coopératives. Donc, pour ce faire, nous convoquerons une conférence régionale de la dette dès 2022. Donc nous serons à l'initiative de cette mesure et nous mettrons autour de la table l'ensemble des acteurs du monde agricole et des créanciers de la dette. Nous actionnerons aussi tous les leviers en faveur de l'autonomie paysanne, qu'elle soit décisionnelle, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alimentaire ou en intrants. Nous accompagnerons la structuration de nouveaux réseaux paysans autonomes et indépendants des géants de l'agroalimentaire et nous garantirons un conseil agronomique neutre et indépendant des lobbies agricoles. Nous développerons l'autonomie au niveau de chaque échelon territorial avec la création d'abattoirs, la création d'ateliers de transformation, marchés locaux, marchés fermiers, plan alimentaire territorial, et nous encouragerons évidemment la recherche, la formation professionnelle, la formation continue pour accompagner nos paysans. Nous convoquerons aussi une convention citoyenne contre les algues vertes chargée de participer à la définition et à l'évaluation et au suivi des politiques publiques régionales en la matière.
hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Nous établirons également un réseau citoyen et associatif des sentinelles de l'eau pour préserver cette ressource vitale, et nous développerons des territoires zéro pesticides, 100% bio. On peut y arriver, on le voit au sein des collectivités territoriales. Moi, je le vois à Pontivy, je suis élu local et élu communautaire, et on voit bien quand même qu'à travers ces initiatives zéro phyto, il y a une prise de conscience et les choses, bon an, mal an, doucement évoluent. Nous mettrons en place aussi un moratoire sur la méthanisation agricole. Pourquoi ? Parce que cela pousse à de l'agriculture intensive et va à l'encontre d'une agriculture écologique et résiliente. Donc nous voulons, vous l'avez bien compris, une agriculture respectueuse des hommes et de la nature et bien sûr des paysans. Alors, vous posez une autre question qui est: quelle réorientation des financements à l'agriculture, aide à l'installation, conversion, maintien des fermes en agriculture biologique? Alors, toute aide publique régionale devra s'inscrire dans un projet planifié d'évolution vers l'agriculture paysanne et vers l'agriculture familiale. Alors, quand je dis ça, je suis consciente que ça va être difficile. Je lisais, là encore hier, des papiers sur la réforme de la politique agricole commune, où je lisais que les aides ne seront pas octroyées aux paysans qui sont déjà convertis en bio. Par contre, je lis aussi qu'on augmentera les fonds pour la certification HVE qui ne permettra pas de réduire les pesticides. Bref, vous avez bien compris, la bio est la grande perdante. La PAC, il faut avoir le courage politique au niveau de la Commission européenne de défendre une autre feuille de route, sachant qu'aujourd'hui, je rappelle quand même que 55% des aides de la PAC vont à 20% des agriculteurs. Alors là, quand même, je tiens à dire que au niveau des mesures surfaciques qui sont de la compétence de l'État, il peut y avoir un copilotage des régions en matière d'agriculture bio. Donc il faudra là aussi que la région soit fer de lance pour changer la feuille de route sur ce programme stratégique national PAC. Nous augmenterons la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, puisque la région Bretagne est celle qui aide le moins ses paysans lors de la phase d'installation. Nous investirons dans la qualification des futurs paysans. Nous souhaitons vraiment engager un véritable retour à la terre des citoyens, étant donné qu'il y a beaucoup de départs à la retraite, et nous ferons évidemment de l'agriculture bio notre cap, puisque nous fixons un objectif d'atteindre 40% de la surface agricole utile bretonne en bio, hein, donc sans pesticides à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui la surface agricole utile est faible, puisque c'est 9%. Alors, ensuite, vous avez une question: quelle sera votre politique foncière pour éviter l'agrandissement des grandes exploitations au détriment des petites? Alors là, je tiens aussi à rappeler que le SRADET breton n'est pas du tout ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre et en matière d'artificialisation des sols, puisqu'il renvoie à 2040 également. J'avoue que je suis ébahie. Concernant cela, en matière de politique foncière, je lisais avant-hier qu'il y a une nouvelle loi foncière actuellement en discussion, avec une proposition de loi qui a été présentée hier. Cette proposition de loi comprend 3 écueils.
le libre cours aux dérives actuelles du travail délégué qui permet une concentration de l'usage des terres par des entreprises se substituant aux agriculteurs, l'incapacité de contrôler les investissements étrangers, et puis le champ libre, je vous parlais de 3 écueils, le champ libre à des montages de sociétés en réseau. Donc en matière de loi foncière, nous devons être proactifs. La région aujourd'hui participe, comme vous le savez, à la définition du schéma de structure, siège à la SAFER et dans les commissions départementales agricoles. Alors, donc elle est en mesure, au regard de ces outils, de limiter l'agrandissement des structures, d'avoir de plus petites structures pour produire autrement et pour permettre l'installation des nouveaux paysans. Alors, mais au-delà de cela, il faut avoir une véritable ambition pour les SAFER. Il faut véritablement redéfinir les missions des SAFER, leur donner les moyens de leur mission, notamment en préemptant les terrains. Il faut faciliter l'accès à la terre en promouvant des formes collectives de propriété comme les GFA, les groupements fonciers agricoles, et encourager, organiser la gestion du foncier locatif. Et là, les collectivités territoriales, communes, intercommunalités, régions, etc., peuvent tout à fait et doivent jouer un rôle. Il faut lutter contre l'artificialisation des terres et la déprise foncière. Alors comment ? En donnant davantage de force aux documents d'urbanisme pour permettre aux collectivités territoriales d'établir et de mettre en œuvre une véritable politique foncière agricole. Et on le peut à travers les pluies, à travers les SCOT, et il faut privilégier l'usage alimentaire de la terre. Bref, il faut être ambitieux, il faut avoir de l'ambition pour gérer et pour stocker du foncier locatif. Et puis être cohérent. Et j'ai envie de dire pour cette future politique agricole commune, changer véritablement de paradigme. On continue à déréguler, à cautionner un système dérégulé, avec donc des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour les paysans. Moi, je me souviens, quand j'étais à la Commission européenne, je lisais l'article 37 du traité de Rome. C'était assurer un revenu décent aux agriculteurs et permettre aux consommateurs d'avoir accès à de la production diversifiée. On est aujourd'hui, en 2021, toujours à cautionner un système dérégulé qui ne permet pas une rémunération des paysans, et on continue à importer, etc. Bref, à cautionner tout ce système. J'avoue que je ne comprends pas et que les choses ne bougent pas et que finalement, il y a un intérêt certain d'aucuns à cautionner les multinationales en place, au détriment de nos paysages, au détriment de la santé de nos paysans. Voilà, j'ai été assez vite, je ne sais plus. Non, mais très concise et dense. Le timing. C'est cadré, hein. Je suis juriste, alors c'est vrai que... j'ai l'impression que ça aide. Hein. Ok. Bon, donc merci. Donc maintenant, on va vous... La stratégie. Oui, alors un point sur lequel vous n'avez pas répondu, si vous n'êtes pas élu dès le premier tour présidente, est-ce que vous passez des alliances avec des listes, lesquelles oui. Et à quelles conditions ? Alors d'abord, il n'y aura pas d'alliance avec Chesnais-Girard, parce qu'on ne peut pas dire tout et son contraire. Bon, avec la droite, évidemment, vous vous doutez bien. Alors, avec Chesnais-Girard, pourquoi je dis ça ?
Parce que je me souviens d'avoir vu cette fameuse émission, ce fameux documentaire Bretagne, terre sacrifiée. Un brillant documentaire au demeurant. Ensuite, j'ai un compte Twitter, j'ai moi-même été consulter mes tweets et j'ai lu ce qu'a pu dire le président sortant Loïc Chenet-Girard. Tout est son contraire. D'un côté, il défend les écolos s'il est du côté écologiste et s'il faut qu'il défende l'agro-business, il défendra l'agro-business. À un moment, il faut rompre avec un modèle et avec un système. Alors il dit oui, j'ai conscience des excès du passé, mais il faut travailler dans l'écoute, etc. Non, pour avancer, il faut avoir le courage de rompre. Donc, par rapport à un discours ambigu, un discours peu clair, un discours qui ne change pas de paradigme, on ne peut pas nous faire alliance au regard de ce que je viens de vous dire. Aux autres listes. Alors, les autres listes. Par contre, je tenais aussi à dire, avant de répondre à votre question, que le constat que je fais est un constat partagé, que nous faisons par Morgane Large et par Inès Léraud. Alors, avec les autres listes, écoutez, nous avons tenté, nous sommes ouverts. Au premier tour, il y a eu des discussions, des visios avec Europe Écologie Les Verts, l'UDB, ensemble sur nos territoires, et également des discussions avec Daniel Kuef, qui n'ont pas abouti. Pour le deuxième tour, nous discuterons évidemment avec Europe Écologie Les Verts, qui est la liste avec laquelle nous avons le plus de convergence. Alors, faire alliance pour faire alliance, une alliance se fait sur une base programmatique, nous sommes bien d'accord. Hein, et nous serons plus que jamais exigeants sur la question sociale. L'écologie est une chose, mais la bifurcation écologique ne se fera pas sans le social. Ça veut dire qu'il faut accompagner nos paysans sur de nouveaux modes de travail, réduire la pénibilité, les troubles musculo-squelettiques. Ça suppose aussi de réindustrialiser la Bretagne, de former nos paysans, de permettre une gratuité des biens essentiels à une partie de la population et de démocratiser l'espace public. C'est-à-dire que nous attachons une grande importance au référendum d'initiative citoyenne et pour un véritable changement, on ne le fera pas contre les citoyens, il faut amener, si vous me passez l'expression, avec nous les citoyens. Donc nous serons plus que jamais, pour répondre à votre question, attentifs au volet social. Je trouve qu'Europe Écologie Les Verts n'en parle pas suffisamment, et au volet démocratique. Voici qui a répondu clairement. Et si les conditions sont réunies, nous nous réunirons. Si elles ne sont pas réunies, nous ne nous réunirons pas. D'accord. Bien. Oui. Si tu veux poser une question avant de partir. C'est sur la question de l'annulation de la dette. Oui. Quelle dette toi, ça c'est... Oui. À la fois, on est à la fois, je veux dire, très sensible à cette question. Oui. Dans nos parcours individuels et collectifs, mais aussi, je veux dire, exigeant. Oui. On voit, il y a la dette des paysans, c'est qu'est-ce qu'on met derrière et jusqu'où on va. Après, si tu veux, je vais te poser cette question-là. Oui. Alors effectivement, c'est une vaste question, c'est pas une question simple. Nous n'avons pas la prétention, nous, de déterminer exactement le contour. Il faudra pour ce faire, justement, réunir, dès qu'on sera au pouvoir, cette conférence régionale de la dette dès 2022, et de mettre tous les acteurs concernés autour de la table, et notamment aussi des acteurs envers qui les paysans sont complètement dépendants et ubérisés.
Ça veut dire de revoir également la rémunération des agriculteurs, d'éteindre une partie de la dette, de la programmer sur un certain nombre de délais, puisqu'on conviera également les créanciers autour de la table. Ça suppose revoir les prêts, octroyer des prêts autrement, bonifiés ou autres, mais ça suppose de mettre tout cela sur la table, oui. Merci pour ta réponse. Tu m'excuseras, Non, je t'en prie. Ouais. Merci René. Merci à toi. Bon retour.